amis, bienvenue. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Nous remercions la chapelle Notre-Dame des Anges de nous accueillir ici dans ce beau lieu et surtout, nous remercions nos amis Mireille Hulot, qui est Xavier et qui, vous savez, a des responsabilités dans l'établissement Jacques Garnier, et Elisabeth, qui est une bénévole. Mireille est responsable de l'animation des bénévoles. C'est peut-être pas le titre exact, mais c'est quelque chose comme ça. Je suis responsable de l'association des bénévoles. Et des bénévoles, voilà. Donc, ce matin, deux sujets d'actualité. Le premier, Jeanne Garnier. L'idée nous en est venue parce que nous travaillons sur un site sur la liberté et nous recherchions donc des figures de femmes libres, créatrices, inventives dans la voie de l'Évangile. Et le nom de Jeanne Garnier nous est venu. Jeanne Garnier, vous le savez peut-être, est déjà vénérable et il y a un procès en béatification qui est en cours. Mais elle est très peu connue. Il existe une bande dessinée dont nous avons quelques exemplaires qui a été réalisée sur elle, mais sinon, il n'y a pratiquement rien. Voilà. Donc on s'était dit que c'était le moment de réparer cette injustice. Et puis Jeanne Garnier, c'est une pionnière des soins palliatifs. Et à notre époque, dans notre temps où il y a une vraie réflexion justement sur la fin de vie qui fait polémique et qui est une question très difficile, nous a paru tout à fait intéressant donc d'y réfléchir ensemble. Voilà, et donc nous aurons le témoignage de nos amis. Voilà, je vous laisse la parole. Donc, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire, vous nous faites un exposé, Elisabeth nous donnera son témoignage, en gros peut-être pendant 3 quarts d'heure, hein, et ensuite, donc, nous aurons bien sûr un temps de questions et de débats. Voilà. Merci encore. Merci. Juste, si je peux me permettre d'apporter une petite nuance à ce que vient de dire Claudine, c'est que Jeanne Garnier n'est pas une pionnière des soins palliatifs, dans le sens que soins palliatifs, c'était un mot tout à fait inconnu de son époque. C'est une ancêtre, on va dire. Une ancêtre des soins palliatifs. Alors, voilà. Moi, je m'appelle Mireille Hulot, je suis Xavier, infirmière de métier au début. Et ça fait 6 ans que j'ai été envoyée à la maison médicale Jeanne Garnier pour être responsable des bénévoles, ce qui est un poste qui est toujours réservé à une Xavier. Voilà. Et donc, Elisabeth, si tu veux juste te présenter. Je suis bénévole à la maison Jeanne Garnier depuis 13 ans à peu près. Je suis également en fait, infirmière de base au départ, il y a très très longtemps. Alors, voilà. Donc j'ai prévu de vous parler dans un premier temps de Madame Jeanne Garnier, de son histoire rapidement et son œuvre. Ensuite, de vous parler de l'élargissement de son œuvre et donc entre autres de la maison médicale Jeanne Garnier, avec l'évolution de la maison au cours des âges. Bon, tout ça c'est assez rapide. Ensuite, un autre point sur les soins palliatifs et l'évolution du cadre législatif. Et puis un dernier point sur l'association des bénévoles, rapide aussi. Et après, c'est Elisabeth qui vous parlera plus de l'activité des bénévoles, parce que moi-même, je ne suis pas du tout en contact avec les malades, ni les familles, ou très peu. Je suis vraiment plutôt du côté de l'institution et de la formation des bénévoles, le recrutement, tout ça, mais plutôt en lien avec la maison pour que les choses s'articulent bien. Bon. Donc en premier, Madame Jeanne Garnier. Donc Jeanne Chabot est née à Lyon le 15 juin 1811. Son père est négociant en sel, c'est de famille bourgeoise bien installée. Donc elle fait ses études chez les Visitandines, d'où elle sera renvoyée pour son tempérament un peu vif, mais c'est à mentionner parce qu'elle gardera toujours une grande affection pour Jeanne de Chantal et François de Sales, qui sont les fondateurs des Visitandines. Et après tout un temps de formation, d'éducation, comme toute jeune femme, pour devenir une bonne épouse, avec aussi une formation pour gérer des affaires, elle épousera en 1832 M. Jean-Étienne Garnier, quincaillier de métier, lui aussi de la bourgeoisie lyonnaise.
Ils auront un petit garçon, Pierre-Claude, qui naît en 1833, mais qui décède quelques jours plus tard. Et en l'été 1835, elle met au monde une petite fille, Marie-Suzanne, qui les console de ce premier deuil et qui semble leur apporter joie et bonheur, mais ça sera un bonheur de courte durée, parce qu'en septembre 1835, donc 2 ans après, son mari tombe gravement malade et décède en très peu de jours. Et le même jour où son mari décède, sa petite fille décède aussi. Donc elle se retrouve à 24 ans à enterrer ensemble son mari et sa fille, et elle se retrouve donc jeune veuve à 24 ans. Alors bien sûr, s'ensuit une longue traversée de nuit et de douleur, mais aussi pendant laquelle va se fortifier sa foi et son courage. Et elle a la conviction que Dieu ne l'a pas abandonnée et qu'il l'accompagne jour après jour, avec un lien, une spiritualité très tournée vers la croix et être au pied du calvaire. Alors elle choisit de ne pas se remarier, et vers 1837, sur les conseils de son prêtre accompagnateur, directeur spirituel, elle fait une retraite qui la conforte dans son désir de se consacrer à Dieu, d'être pour Dieu uniquement, et elle cherche comment donner un sens à sa vie. Donc elle décide de se mettre au service des plus pauvres, en qui elle reconnaît le visage du Christ souffrant, et à qui elle remet elle-même toutes ses souffrances pour qu'il les porte. Donc c'est ce double mouvement de soulager la souffrance des autres et remettre la sienne propre pour qu'elle prenne un sens avec le Christ, quoi. Donc elle rejoint un groupe de visiteurs de malades, de pauvres, sur sa paroisse. Et dans ce groupe, elle rencontre aussi d'autres veuves et qui ont aussi du mal à retrouver le goût de vivre. Alors, c'est important ces deux choses parce qu'en fait, son action, elle va se déployer à la fois pour offrir quelque chose qui aide ces veuves et à la fois prendre soin de ces pauvres femmes qu'elle visite. Alors, au cours des visites, elle est conduite à rencontrer une femme appelée la Chancreuse, ça vous dit l'état dans lequel elle était, une pauvre femme incurable, abandonnée, croupissant dans ses plaies dans les bas quartiers de Lyon, d'une puanteur à peine supportable. Jeanne, prise de pitié, prend cette femme dans ses bras, cette femme devenue une horreur puante, comme écrit une de ses biographes. Et elle est très touchée de l'état de cette femme, et avec son amie, une de ses amies veuves avec qui elle visite, elle se met à prendre soin de cette femme, à qui elle rend visite chaque jour, avec quand même sa demande de surmonter le dégoût et de chercher à témoigner d'autant d'amour qu'elles le peuvent. Et elle voit la transformation de cette femme qui petit à petit va se mettre à leur parler, alors qu'au début elle est mutique, leur dire son nom, elle s'appelle Manon, leur raconter sa triste histoire. Et Jeanne va prendre soin d'elle jusqu'à la fin pour la faire hospitaliser afin que sa fin soit plus douce et qu'elle puisse aussi, c'était important à l'époque, rencontrer un prêtre et déposer sa vie entre les mains du Seigneur. Voilà, donc elle s'oriente vraiment vers le désir de prendre soin de ces femmes tout aussi abandonnées et de le faire avec d'autres veuves pour leur apporter du réconfort à elles. Donc après une retraite à Notre-Dame-des, en Ardèche, elle se décide, avec 3 autres veuves, à se lancer dans la création de ce qui sera l'œuvre du Calvaire pour venir en aide à ces femmes malades dont aucun lieu ne veut. Alors c'est vraiment le critère pour accueillir ces femmes, c'est qu'il faut que personne d'autre n'en veuille, aucun hôpital, aucun hospice, rien. Donc toutes ces femmes abandonnées, elles font le choix de les accompagner, enfin pas toutes, mais de les accueillir. Et grâce au soutien et aux encouragements du cardinal de Lyon de l'époque, Louis-Jacques de Bonald, elles vont trouver une première maison du côté de Saint-Irénée, près de Fourvière, avec un jardin, où elles vont s'installer toutes les 3 avec 3 malades, de qui elles partagent la vie, qu'elles soignent, qu'elles nourrissent, et avec tout un travail aussi à côté pour chercher l'argent nécessaire, bien sûr, pour faire vivre tout ça. Elles vont être amenées à déménager du fait que la maison était trop petite, mais elles cherchent à rester sur Fourvière, qu'elles trouvent un beau lieu.
Voilà. D'autres veuves les rejoignent, donnant corps au projet de Jeanne de créer l'association des Dames du Calvaire. Donc ce n'est pas une association loi 1901, bien sûr, mais ça s'appelle une association de fête. Elles sont associées pour une œuvre particulière. Et au bout de 8 ans, c'est déjà une quarantaine de malades qu'elles accueillent. De 3 ans, pardon. Ça se déploie très très vite. Et la plupart du temps, ces personnes sont vraiment dans des états déplorables, avec des plaies cancéreuses ouvertes, difficiles à regarder, à soigner. Et les Dames du Calvaire s'efforcent, je cite, de ne tenir nul compte des répugnances de la nature et de vaincre leur dégoût, quel que soit l'état du malade. Et elles n'hésitent pas à faire des folies pour toucher les cœurs de ces femmes blessées, pour les amener à se réconcilier et à trouver la paix avant de mourir. Donc c'est vraiment l'intuition de Jeanne Garnier, bon, qui est celle d'autres saints aussi, qu'on ne peut pas s'approcher de ces gens si ce n'est avec énormément de délicatesse et enfin voilà. Par exemple, vous verrez ça dans la bande dessinée, mais si à un moment donné, il y a une femme qui est très en révolte contre son état, sa vie, donc qui est en train de mourir, et qui veut entendre parler surtout pas de Dieu, et qui dit un peu de manière provocante moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir manger des huîtres et boire du vin comme quand je faisais la belle vie. C'était une femme prostituée. Et du coup, Jeanne Garnier va se débrouiller pour lui trouver des huîtres et du vin. Et pendant plusieurs soirs d'affilée, elle va lui amener des huîtres et du vin, jusqu'à ce que cette femme, à un moment donné, son cœur se laisse toucher. Et elle va changer complètement de discours et se reconnaître aimée. Du coup, elle va mourir saintement, si on peut dire, en se réconciliant avec elle-même et avec Dieu, quoi. Et trouver la paix au moment de mourir. Voilà. Alors Jeanne, quand elle parle du fondement spirituel du projet des Dames du Calvaire, voilà ce qu'elle dit. Aux malades délaissés, la veuve apportera le secours matériel et moral, mais recevra d'autant plus qu'elle l'a donné, le moyen de servir Jésus-Christ dans ses membres souffrants et par là de se sanctifier. Elle dit aussi servir Dieu en esprit de componction, se tenir au pied de la croix. Alors, c'est des mots qui sont datés au niveau de la spiritualité. Enfin, on ne parlerait pas comme ça aujourd'hui. Et si on voulait le dire autrement, on dirait que Jeanne et ses compagnes déploient des trésors de bonté pour réconforter les personnes, leur rendre leur dignité de personnes humaines et d'enfants de Dieu. Et du coup, pour elles, ce service devient un chemin d'union à Dieu, de croissance spirituelle et humaine. Donc l'œuvre continuera de s'agrandir, déménagera encore une fois vers un lieu plus grand, regroupera d'autant d'autres veuves, et bon, en étant confrontée aussi à l'adversité et l'incompréhension, parce que ça ne faisait pas l'unanimité, leur projet. Et on l'a vu ici à Paris, à un moment donné, quand il y a eu un gros chantier qui a été fait à Jeanne Garnier, les malades qui étaient accueillis à Jeanne Garnier ont dû déménager. On nous a prêté une clinique qui était au pied de Montmartre. Et il y a eu toute une levée de boucliers des habitants du quartier qui ne voulaient pas que la mort s'approche si près de chez eux et qui trouvaient insupportable l'idée de voir défiler des corbillards, des ambulances. Il a vraiment... Enfin, voilà, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on s'occupe des mourants qu'on est forcément admiré ou apprécié. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, qu'elle traverse l'adversité et l'incompréhension, puis certaines veuves aussi les quittent, parce que c'est vrai que c'est quand même un projet qui est rude, et parce que ça demandait aussi de mettre en gros sa fortune au service, enfin fortune, c'est bien, au service de cette œuvre qui avait besoin de beaucoup d'argent et de... Voilà. Et Jeanne Garnier, épuisée par un travail intense durant toutes ces années, va mourir à 42 ans, le 28 septembre 1853. Et ses derniers mots avant de mourir seront, pour ses compagnes, « Tout ce que je vous recommande, c'est la charité ». Alors les Dames du Calvaire continueront son œuvre à Lyon en l'agrandissant entre 1869 et 1914. Et l'œuvre essaimera aussi pendant ce temps de manière assez spectaculaire. En 1870, c'est Madame veuve Aurélie Jousset, qui est parisienne, qui entend parler de l'œuvre de Madame Jeanne Garnier à Lyon, et touchée par ce qu'elle en comprend, elle se rend elle-même à Lyon pour voir ce qui s'y fait, et décide de faire la même chose à Paris. Donc en 1874,
et fondé la deuxième maison du Calvaire à Paris, enfin la deuxième après la première lyonnaise, dans le 15e arrondissement. Et sur les murs de la partie originelle de la maison du Calvaire, qui est restée à Paris, les inscriptions sont toujours en place, où on peut voir écrit « Au pied du Calvaire, au pied de la croix du Seigneur, se trouvaient des femmes ». C'est pas exactement ça, j'ai oublié de regarder comment c'était écrit. Et sur l'autre, « J'étais malade et vous m'avez visité ». Voilà, et donc cette année, en 2014, nous allons fêter les 150 ans de la maison médicale. En 1875, 2 veuves fondent un nouveau calvaire à Marseille, l'actuelle clinique Sainte-Élisabeth. En 1886, un autre calvaire voit le jour à Bruxelles, puis en 1999, un autre à New York, qui est aujourd'hui le plus grand hôpital de soins palliatifs, le The Calvary Hospital, pouvant accueillir jusqu'à 6000 patients par an. Et enfin, en 1906, un autre à Bordeaux, qui deviendra en 2013 la maison de santé Marie-Galène. Voilà, donc on voit que ça se multiplie assez rapidement. Alors ces établissements sont tous aujourd'hui devenus des établissements hospitaliers avec un statut d'ESPIC. ESPIC, ça veut dire établissement de santé privé d'intérêt collectif. Ça veut dire qu'ils fonctionnent tous avec de l'argent public dans l'esprit de l'hôpital public, mais en étant privés. Voilà, et ils sont regroupés au sein de la Fédération des Dames du Calvaire, avec une charte qu'on regardera tout à l'heure, qui cherche à garder et perpétuer l'esprit de Madame Jeanne Garnier. Alors, la maison médicale Jeanne Garnier, c'est donc l'établissement parisien des Dames du Calvaire, qui est devenu hôpital en 1970, et donc qui est dirigé par une direction laïque et des soignants professionnels. En 1987, les Dames du Calvaire n'étaient plus que 2 ou 3, et plus en mesure de soutenir cet établissement au niveau spirituel. Et du coup, le cardinal Lustiger a demandé à la congrégation des Xavières de prendre leur relais, avec la mission de veiller sur l'esprit de Jeanne Garnier et de contribuer au développement des soins palliatifs pour un accompagnement jusqu'au bout de la vie des personnes incurables. L'arrivée des Xavières, donc en 1987, dont une communauté est venue habiter sur place, a coïncidé avec la naissance et le développement du mouvement des soins palliatifs. La maison médicale a pris son essor à ce moment-là, en parallèle de la création de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, que vous connaissez peut-être, dont l'Association des Dames du Calvaire de Paris est membre fondateur. Avec élan, les Xavières de l'époque, dont certaines étaient, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de Marie-Sylvie Richard, qui est vraiment le médecin fondateur de la maison médicale actuelle. Donc les Xavières, avec d'autres professionnels bien sûr, se sont lancés dans un travail de traduction de l'intuition et des valeurs de Jeanne Garnier et des Dames du Calvaire pour maintenir leur esprit sans le trahir, mais en l'adaptant à l'époque contemporaine, à son vocabulaire et ses valeurs. Le bénévolat était devenu presque inexistant dans la maison. Les Dames du Calvaire faisaient ce qu'elles pouvaient, mais ça s'était réduit presque à proposer un goûter ou des choses comme ça, enfin des petites animations de temps en temps, mais elles n'étaient plus partie prenante des soins comme elles l'avaient été au début, où les Dames du Calvaire faisaient les toilettes des gens, faisaient les pansements, enfin faisaient beaucoup de choses, quoi. Et donc le bénévolat s'est structuré à ce moment-là pour devenir le bénévolat d'accompagnement structuré, avec des bénévoles qui sont vraiment partenaires de l'action des soignants. Et c'est le bénévolat dont vous parlera tout à l'heure Elisabeth. Donc la maison médicale compte aujourd'hui 81 lits et ne fait que des soins palliatifs. Et donc c'est réparti en 6 unités, et toutes les unités font la même chose. Et il y a des gens qui pensent que suivant les services, on est plus ou moins... Enfin, il y a des services quand on n'est pas trop malade, d'autres quand on l'est plus. Non, tous les services sont exactement la même chose. Ils ont tous des noms de veuves qui se sont occupées de malades, et, sauf un, qui est le nom du monsieur qui a été le premier homme accueilli dans l'hôpital du Calvaire, qui était au démarrage consacré à des femmes. Donc les noms des unités, il y a Régent, donc c'était le nom de monsieur Régent, et sinon il y a le Sacré-Cœur, parce que c'était une dévotion très forte à l'époque, puis les autres c'est Sainte-Monique, Sainte-Jeanne, Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est pas une veuve, mais...
qu'il a eu une place très importante dans l'histoire des Dames du Calvaire et Sainte-Françoise. Voilà. Donc, un legs important a permis en 1996 de reconstruire complètement l'établissement dans une architecture qui a vraiment été pensée et adaptée pour les soins palliatifs, pour aussi garder l'esprit de maison, pour que les gens malades, les familles, puissent se sentir davantage chez eux qu'à l'hôpital. Vraiment, on cherche. Donc, les couloirs sont très larges pour déplacer les lits et qu'on puisse aussi les sortir au jardin. Toutes les chambres donnent sur le jardin d'un côté et de l'autre. Les postes de soins sont au milieu. Il y a une grande bibliothèque, des espaces famille, une chapelle très claire. Enfin voilà. Et cette architecture, elle a été vraiment pensée en commun avec les soignants qui étaient là au moment de la construction. Et elle est vraiment un des éléments très importants, indispensables de l'accompagnement des malades et de leurs proches à Jeanne Garnier. Enfin, dès que les gens rentrent dans la maison, la plupart du temps, il y a quelque chose qui les soulage de voir cet espace. C'est très lumineux, c'est grand, c'est agréable. Donc, au cours des années, inspirée par Madame Jeanne Garnier, qui avait vraiment été attentive aux besoins de son temps et avec le désir d'aller vers les plus pauvres, l'établissement a développé son activité. Donc, d'abord en ouvrant une résidence d'accueil temporaire pour accueillir des gens qui ne pouvaient plus rester à domicile ou qui attendaient une entrée en EHPAD ou qui sortaient des soins palliatifs. Donc, c'était la résidence Aurélie Jousset, mais qui a fonctionné bien pendant 10 ans. Et puis, bon, c'était devenu plus du tout rentable, si on peut dire. Enfin, surtout, ça marchait plus bien et l'objet ne correspondait plus vraiment aux besoins qu'on voyait. Donc, elle a été fermée il y a 2 ans. Il y a eu un accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui a été ouvert, qui était au départ dans un entresol, en dessous de la chapelle, et qui est maintenant au 5e étage, à la place de la résidence Aurélie Joustet, dans un espace très lumineux, très grand, qui est très aimé des gens qui viennent là. Une plateforme de répit pour les aidants, qui est les aidants qui ont des malades d'Alzheimer chez eux. Donc c'est pour les 15e, 16e et 7e arrondissements de Paris, qui est très dynamique. Une équipe mobile de soins palliatifs qui intervient dans d'autres établissements parisiens, dont l'hôpital Saint-Joseph. Et puis, très récemment, ça date de cette année, enfin 2023, l'ouverture d'une consultation et d'un hôpital de jour pour permettre un maintien à domicile dans de meilleures conditions et aussi d'aider à préparer l'entrée en soins palliatifs quand elles deviennent en USP, en unité de soins palliatifs, si ça s'avère utile. Ça évite que les gens arrivent en pensant qu'ils arrivent dans un mouroir, que vraiment on ne va plus rien faire du tout pour eux, parce qu'encore aujourd'hui, c'est ce que pensent un certain nombre de gens qui viennent à Jeanne Garnier. Donc voilà pour en gros l'œuvre du Calvaire jusqu'à aujourd'hui. Alors les soins palliatifs et l'évolution du cadre législatif. Alors ce que sont les soins palliatifs. Alors la définition qu'en donne la SFAP, les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Donc, tous les mots sont importants, c'est des soins actifs, on ne fait pas plus rien, et en regardant globalement la personne, et ça s'adresse à des gens qui ont une maladie pour qui on pense qu'on ne peut plus les guérir, voilà, une maladie grave, évolutive ou terminale. L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, qui peuvent être l'angoisse, l'insomnie et autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle. Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Le fait d'être plusieurs professions à regarder le malade, y compris ceux qui font le ménage, y compris les bénévoles, ça permet d'avoir un regard sur la personne qui est des points de vue divers, qui se complètent et qui aident à vraiment prendre la personne en charge dans son ensemble. Il s'adresse au malade en tant que personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation et le soutien des soignants et des bénévoles font partie de cette démarche.
Les soins palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade comme un être vivant jusqu'au bout et la mort comme un processus naturel. Ceux qui dispensent les soins palliatifs cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables, communément appelés acharnements thérapeutiques. Alors, c'est vrai que quand on est en soins palliatifs, on fait pratiquement plus de prise de sang, on ne va pas prendre tous les jours l'attention des malades, on essaye d'être le moins agressif possible pour les gens, sachant que de toutes les façons, on prend soin des symptômes, mais on ne cherche pas à savoir si leur état s'améliore ou pas par rapport à une guérison éventuelle, puisque normalement on ne peut plus les guérir. Donc on ne fait pas rien, mais on évite d'être trop invasif. Les soins palliatifs s'efforcent de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès et proposent un soutien aux proches en deuil. Ils s'emploient par leurs pratiques cliniques, leurs enseignements et leurs travaux de recherche à ce que ces principes puissent être appliqués. Voilà, donc c'est vraiment les soins palliatifs, ils sont toujours en plein essor, en train d'inventer toujours des prises en soins plus adaptées, surtout au niveau du traitement de la douleur. Et puis aujourd'hui, on voit vraiment un déploiement assez riche et créatif de soins non médicamenteux. Donc tout un tas de prises en soins. Il y a de la kinésionomie, de l'aromathérapie, de la zoothérapie, les massages, la sophrologie, je sais pas quoi. Il y a vraiment beaucoup de soins qui sont déployés à Jeanne Garnier. De temps en temps, on voit arriver un poney qui va dans les chambres. Il y a aussi de la musicothérapie avec une violoncelliste qui va jouer aussi dans les chambres des malades. Il y a beaucoup de créativité. Alors je vous propose juste, parce que je trouve que ça dit bien ce que sont les soins palliatifs, de regarder la charte. Donc la charte, c'est celle de l'Association des Dames du Calvaire. Elle a été ratifiée en 99, comme c'est écrit en bas, et elle cherche vraiment à honorer l'esprit de Madame Jeanne Garnier. Donc c'est accueillir, soigner, accompagner les femmes et les hommes malades ou âgés, sans distinction de race, de nationalité, de religion ou d'option philosophique. Alors il y a une idée sur Jeanne Garnier où on dit qu'on n'accueille que les gens qui ont des moyens financiers. C'est faux. On a aussi bien des SDF régulièrement, des gens aisés, oui, des célébrités, oui, mais le tout un chacun, oui, aussi. Et comme c'est payé par l'hôpital, par les subsides de l'État, des prix de journée comme à l'hôpital, c'est ouvert à tout le monde qui veut bien faire un dossier médical et l'envoyer à la maison médicale. Reconnaître que le malade est une personne unique, digne d'être aimée et respectée pour elle-même, quelle que soit sa condition physique, psychologique, sociale et spirituelle. Voilà, le respect est vraiment une des données très importantes. Et on peut dire que les soignants, les bénévoles, tous les professionnels déploient vraiment des trésors d'imagination pour accompagner les gens en les respectant, et en leur témoignant le plus d'amour possible. Soulager la douleur, donc ça c'est vraiment un élément important. Et c'est précisé, le recours à l'euthanasie, défini comme une aide à mourir, est totalement exclu. Satisfaire les besoins fondamentaux de la personne malade et l'aider à garder le plus longtemps possible sa capacité de communiquer et son autonomie. Voilà, tout ce qui est proposé, c'est dans le sens de permettre à la personne de vivre jusqu'au bout. Et par exemple, il y a l'art-thérapie, où on propose aux gens d'entrer dans un processus de création de quelque chose. C'est aussi une manière de s'exprimer. Il y a des gens pour qui vraiment c'est un étonnement de se rendre compte qu'ils sont capables de faire quelque chose et qui vraiment les ouvre d'une nouvelle manière à entrer en relation avec leurs proches. Voilà. Accueillir la famille et les proches du malade, donc ça fait vraiment partie des soins palliatifs. Offrir une qualité de présence et d'écoute pour discerner les attentes spirituelles du malade et de sa famille. Donc on pense que tout le monde, tous les professionnels, les bénévoles répondent aux attentes spirituelles, c'est-à-dire les attentes de sens, des questions existentielles que peuvent poser les personnes.
Mais à Jeanne Garnier, il y a aussi, et dans tous les établissements de Calvaire, il y a aussi toujours une aumônerie qui répond aussi aux besoins des personnes. Travailler en équipe, donc c'est ce qu'on disait, interdisciplinaire, et développer la collaboration entre tous, quelles que soient les responsabilités et les tâches de chacun. Donner et recevoir toute information sur le malade et sa famille. Donc il y a besoin d'avoir vraiment une grande confiance de tous les professionnels les uns avec les autres et un grand respect des différents niveaux de profession aussi. Et le médecin, il a des choses importantes à dire, mais pas plus que si une femme de ménage a quelque chose, enfin, ça s'appelle pas comme ça, une ASH a quelque chose à dire qu'elle a entendu du malade, sa parole est tout autant prise en compte que celle d'une autre personne. Et reconnaître que la mort est une étape normale dans l'évolution de la personne, tout autant que la naissance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse, et qu'elle offre une chance ultime de se réaliser en intégrant toutes les dimensions de l'existence. Voilà, cet accompagnement, il permet vraiment de récapituler quelque chose. Souvent, on trouve que c'est long, que dans les derniers temps, peut-être Elisabeth dira aussi, dans les derniers temps de la vie, la personne ou la famille trouve que c'est trop long et pourquoi on n'abrège pas tout ça. Mais en fait, dans ce temps-là, il se joue des choses vraiment importantes qui permettent à la personne de partir en paix la plupart du temps et surtout aux proches de pouvoir faire un deuil qui est plus facile parce qu'il y aura des... Mais c'est vrai que les derniers temps de la vie, c'est pas toujours facile à supporter pour l'entourage ou suivant l'état de la personne, quoi. Et puis promouvoir, voilà, il y a aussi dans les soins palliatifs l'esprit de promouvoir l'esprit commun qui anime les associations et les établissements, mais faire connaître la culture palliative. Et ça, c'est un vrai défi en France, où aujourd'hui encore, quand on parle des soins palliatifs, il y a quand même peu de gens qui savent ce que c'est. Et on est toujours surpris d'avoir... c'est surtout peu de médecins qui savent ce que c'est et qui souvent attendent que la personne soit déjà presque morte pour lui conseiller d'avoir accès aux soins palliatifs, alors qu'il est reconnu que les soins palliatifs donnés un peu en amont, ce qu'on appelle précoce, dès que la personne est diagnostiquée avec une maladie dont on sait que l'évolution ne va pas être forcément heureuse, ça améliore vraiment le confort de la vie et ça rallonge aussi l'espérance de vie. Bon, pas de siècles et siècles, mais ça permet aux gens de vivre bien, mais souvent, les soins palliatifs, on ne les propose que la dernière semaine de la personne, quoi. Alors ça change, ça permet une fin de vie peut-être plus facile, mais c'est bête, quoi. Ça aurait permis des années avant d'aller mieux, quoi, enfin, d'être mieux pris en charge. Du coup, il ne faut pas hésiter à conseiller à des proches, si vous connaissez des gens qui savent que leur pronostic vital est pas qu'ils n'en ont encore pas pour des années, de leur conseiller de demander à leur médecin d'avoir accès aux soins palliatifs, soit en hôpital de jour, soit en consultation, soit en établissement. Alors il y a plein d'unités de soins palliatifs dans Paris. En plus, on est très bien pourvu à Paris, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de coins plus ruraux en France. Et parce que les médecins vous le proposent. Il y a beaucoup de médecins qui ne vont jamais le proposer. Donc il faut vraiment demander, insister. Et nous, on a beaucoup de malades à Jeanne Garnier qui disent « Si j'avais su, je serais venu plus tôt. Voilà. » C'est dommage. Donc un petit mot sur l'évolution. J'espère que vous n'êtes pas trop saoulés encore. Non. Sinon, vous dites « Ah, stop !» Alors un petit mot sur l'évolution du cadre législatif. Donc ça fait quand même des années que régulièrement il y a des débats sur la fin de vie. Il faut dire qu'en France, le mouvement des soins palliatifs, il est vraiment né un peu pour contrer un mouvement d'euthanasie qui existait déjà. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des cocktails lithiques, qui était une pratique assez courante. Moi, quand j'étais jeune infirmière, ça se pratiquait de manière ouverte, ce qu'on appelait les cocktails lithiques. Lithique, ça veut dire destiné à faire mourir. Et on mettait des perfusions avec des drogues qui, au bout d'un certain temps, plus ou moins rapide, faisaient que les personnes décédaient, quoi. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là, avec le constat qu'en France, on meurt mal, c'est toujours vrai d'ailleurs,
qu'il y a eu les mouvements, enfin plusieurs médecins qui se sont dit qu'il fallait faire quelque chose et qui, du coup, aussi inspirés par ce qui se faisait à Londres avec Cecily Saunders et puis un mouvement un peu global dans l'ensemble de l'Occident, que les soins palliatifs sont nés. Mais cette marque en France contre l'euthanasie, on a toujours ce face-à-face entre les promoteurs de l'euthanasie et les promoteurs des soins palliatifs. Et les promoteurs de l'euthanasie, qui sont avec en particulier l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui est très déterminée à faire bouger la loi et qui régulièrement revient sur le sujet. Parce qu'aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on meurt toujours mal en France et que les soins palliatifs sont très peu développés, qu'il y a quand même un certain nombre de départements où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs et que les médecins sont encore très mal formés aux soins palliatifs et que du coup, il y a encore beaucoup de gens qui meurent dans des grandes souffrances, quand même, il faut le reconnaître, et que ça fait le lit de cette volonté de faire avancer la question de l'euthanasie ou du suicide assisté, ou les deux, je ne sais pas. En tout cas, donc en 2005, il y a eu une première loi déjà en 1999, il y a eu la première loi qui a été votée par rapport aux soins palliatifs. C'était une loi pour le droit de l'accès à tous des soins palliatifs. Donc en 1999, et cette loi, bon, je le dirai plus tard. Donc ça, c'était la première loi. En 2005, il y a eu la loi Leonetti, donc qui ne légalise pas du tout l'euthanasie, qui s'oppose à l'euthanasie, mais qui commence à dire que les traitements ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Il y a ce mot-là qui est de dire que ce n'est pas la peine de faire des traitements et des traitements et des traitements alors qu'on sait qu'on n'a pas de chance de guérir la personne, et qui demande de faire droit à l'obligation de dispenser des soins palliatifs. Elle autorise aussi des médicaments, elle encourage les traitements antidouleurs efficaces qu'on puisse administrer en fin de vie, notamment la morphine, avec ce qu'on appelle le double effet, c'est-à-dire que des fois, ces médicaments-là, c'est vrai qu'ils vont un petit peu accélérer la fin de vie, mais l'intention est de soulager la personne. Quand la personne est déjà en fin de vie, si on lui prodigue de la morphine, par exemple, si elle a déjà des troubles respiratoires, c'est possible que ça accélère un tout petit peu la fin de vie, mais de dire on ne va pas laisser souffrir la personne juste pour qu'elle ait 2 jours de vie de plus, quoi. Donc voilà. Et toute personne en phase terminale peut décider de limiter ou d'arrêter ses traitements. Donc ça, c'est des nouveautés parce que jusqu'à maintenant, le tout pouvoir de la médecine qui décide de tout et que c'est elle qui sait tout ce qui est bien pour le malade sans demander son avis au malade, ça commence à être de dire mais non, le malade a le droit de dire qu'il en a assez et qu'il ne souhaite pas continuer les traitements qu'il a, qui le maintiennent en vie, et que si on les arrête, il va mourir, mais qu'il peut choisir, lui, d'arrêter les traitements. Voilà. Et si le malade, donc un autre aspect de cette loi, c'est la notion de personne de confiance et de directive anticipée, c'est-à-dire une personne de confiance à qui on peut dire qu'est-ce qu'on souhaite ou qu'est-ce qu'on ne souhaite pas pour sa fin de vie, et que cette personne doit être écoutée par les médecins. Et puis aussi le fait d'écrire soi-même de ces directives anticipées pour pouvoir laisser par écrit ce qu'on souhaite quand on ne sera plus en capacité de le dire soi-même. Voilà. Et cette loi, donc elle a duré jusqu'en 2016, où elle a été complétée ou modifiée par la loi Claeys-Leonetti, donc qui renforce toujours le droit d'accès aux soins palliatifs, qui rend les directives anticipées opposables, c'est-à-dire que si vous avez écrit que vous ne vouliez pas quelque chose, vous n'aurez pas quelque chose. Les directives anticipées, c'est pas pour écrire « je veux qu'on me fasse ceci ou cela », parce que ça, c'est les médecins qui savent qu'est-ce qui, dans votre cas, sera bon pour vous ou pas. Mais, parce que c'est leur travail, quoi. Mais par contre, vous pouvez dire moi, je ne veux pas de ça, je ne veux pas être maintenu artificiellement en vie, je ne veux pas, si je ne peux plus parler du tout, ou plus être en capacité de communiquer, je ne souhaite pas continuer à vivre. Et après, du coup, c'est les médecins qui savent par quels moyens ça va se passer, quoi. Mais vous ne pouvez pas dire moi, je voudrais des antibiotiques, ou je ne voudrais pas des antibiotiques. Enfin, bon, voilà. Dire je ne veux pas d'antibiotiques, on peut, mais dire je veux des antibiotiques, on ne peut pas. Enfin, voilà.
faut dire on ne peut pas prendre la place du médecin, mais on peut dire qu'est-ce que soi-même on souhaite ou pas. Elle a rendu, comment dire, voilà, elle a dit, là, avant on disait le malade peut, mais là maintenant on dit le malade a vraiment le droit d'arrêter les traitements et il peut vraiment dire je veux arrêter les traitements et on doit l'écouter. Et puis elle a mis en place ce qu'on appelle la sédation profonde, continue, continue et maintenue jusqu'au décès lorsque le pronostic vital est engagé à court terme et que la personne a des souffrances qu'on ne peut pas soulager. Donc ça, si vous voulez, on pourra en reparler après si vous avez des questions ou quoi. Et puis, insister aussi sur l'importance des directives anticipées. Voilà. Et aujourd'hui, enfin c'est un peu rapide ce que je vous dis, mais bon. Et aujourd'hui, le président Macron s'est engagé à une évolution de la loi sur la fin de vie dans son programme de campagne. Donc voilà. Il y a eu la convention citoyenne entre fin 2022 et début 2023. Je ne sais pas si vous avez suivi les choses. Et donc les conclusions de la convention citoyenne, c'était à l'unanimité de demander le déploiement des soins palliatifs sur le territoire français. Donc ça, c'est vraiment la demande unanime de tout le monde. Et puis, il y avait en second, une fois ça assuré, la demande quand même de légiférer sur une aide active à mourir. Donc ça, c'est pas à l'unanimité. Il y a des gens qui ont voulu dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais voilà. Et depuis, le débat est toujours en cours. Il y a eu un projet de loi qui a été écrit, mais qui ne cesse d'être reporté. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu, cette loi, mais encore aujourd'hui, on dit c'est pas pour tout de suite. Mais ça, je trouve que ça a eu un effet intéressant, c'est que du coup, la Société française de soins palliatifs a vraiment fait un gros effort de communication, puis les médias se sont emparés du sujet, et on a eu quand même pas mal de documentaires, de tables rondes, d'articles qui font connaître un peu mieux les soins palliatifs. Ça, et aussi l'autre côté, avec une grosse médiatisation de tous ceux qui voudraient que la loi évolue dans le sens d'une aide active à mourir, et en particulier toutes les célébrités qui ont accès aux médias plus facilement. Par exemple, Madame Line Renaud, par exemple Jean-Luc Godard, qui est mort, mais par exemple Françoise Hardy, enfin tous ces gens qui réclament l'euthanasie ou le suicide assisté et qu'on entend beaucoup plus que les autres. Par exemple, les associations de personnes handicapées qui, eux, disent non merci, les associations qui œuvrent auprès des plus vulnérables et qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Bon. En tout cas, donc on attend que cette loi soit examinée. Je ne sais pas quand ça sera, mais c'est sûr qu'il y aura une législation du côté d'une aide active à mourir, ça c'est certain. Mais on ne sait pas laquelle ni comment. On ne sait pas si ça sera euthanasie ou suicide assisté, ou les deux, dans quelles conditions, quelles vont être les barrières qui vont être mises, on ne sait pas. Et par contre, le gouvernement s'engage aussi à développer les soins palliatifs. Pour le moment, il y a 0 € qui est voté pour ça, donc on ne sait pas non plus comment ça va se développer. Et dans les axes qui sont promus par le gouvernement de développement des soins palliatifs, il y a l'idée de faire ce qu'ils appellent des maisons de vie ou des appartements accompagnés, qui seraient des lieux de vie, pas des hôpitaux, ni des EHPAD, mais des lieux de vie pour des personnes qui ont besoin de soins palliatifs, donc ont une maladie incurable, ne relèvent pas, non pas un cas assez avancé ou pour être en unité de soins palliatifs, mais ne peuvent pas non plus vivre à domicile pour des raisons soit sociales, soit de conjoint qui ne peut pas assurer, bref. Et avec, ça serait des maisons de 10-12 personnes avec genre une gouvernante et des médecins ou des infirmières libéraux qui pouvaient intervenir là, et une mise en commun, je ne sais pas trop comment ça va marcher, mais avec une part de bénévoles assez importante aussi, et qui permettrait un maintien à domicile, même si ce n'est pas le domicile habituel, des personnes sans être hospitalisées dans cette période-là. Voilà, et puis un dernier mot sur notre association de bénévoles, donc qui s'appelle AIM, ce qui veut dire accompagner ici et maintenant.
bénévole Jeanne Garnier. Donc elle a été fondée en 2000, suite à la loi de 99 pour l'accès à tous des soins palliatifs, dont je vous parlais tout à l'heure. Et cette loi inscrit dans la loi, c'est la possibilité d'un bénévolat auprès des soignants. C'est la seule loi en France qui parle du bénévolat comme quelque chose de possible et de souhaitable aux côtés des soignants. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. En tant que représentant de la société civile, c'est une manière de dire que la fin de vie, ce n'est pas l'affaire que de la médecine, mais que c'est l'affaire de la société et de tout un chacun. Et les bénévoles sont des citoyens qui signifient par leur présence le non-abandon de la société et qui offrent une disponibilité de présence aux malades et aux proches, ainsi qu'aux soignants, pour leur apporter réconfort et soutien, et aussi leur aide dans de petits services. Actuellement, l'association compte 90 bénévoles, dont la plupart sont engagés dans les unités de soins palliatifs et quelques-uns dans l'accueil de jour Alzheimer. Et le rôle de l'association, elle est chargée, parce que c'est elle qui garantit la qualité des bénévoles qu'elle envoie dans les unités, elle est chargée de les recruter, de les former et de les soutenir dans leur bénévolat. Donc il y a une période de formation initiale assez longue, qui s'étale sur 5 ou 6 mois, et une formation continue qui est obligatoire tout au long de la vie de bénévole. Et tous les mois, la participation à un groupe de parole. Voilà, parce que durer dans ces lieux, c'est être confronté à des situations compliquées, douloureuses, et pouvoir en parler dans les groupes de parole, ça aide à durer. Et c'est vrai qu'à Jeanne Garnier, on a des bénévoles qui durent, qui sont là depuis 25 ans, voilà, c'est un beau bénévolat, je crois, mais je pense qu'Elisabeth est mieux placée que moi pour en parler, donc je vais la laisser parler. Merci de votre écoute. Je vais te mettre à ma place, peut-être c'est plus pratique pour le micro. Oups. Des sous-titres en haut. Donc, bonjour, en tout cas, je suis Elisabeth et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir écouté toute cette vie de Jeanne Garnier et moi-même, là, je l'écoutais attentivement parce que, en fin de compte, je me disais que c'était intéressant de temps en temps, en fait, de se replonger dans cette vie de Jeanne. Et ça a beaucoup d'écho, en fait, aujourd'hui, dans mon bénévolat, parce que les termes, les petits mots que j'ai entendus, je me disais, oui, mais c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc moi, je suis bénévole dans cette maison Jeanne Garnier depuis à peu près 13 ans. Et depuis 13 ans, en fait, je viens chaque semaine dans cette maison et j'y viens vraiment toujours avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de... pour moi, c'est peut-être dans ma vie de tous les jours, avec mon travail, cette maison, elle fait partie d'un peu de moi et puis elle me permet de respirer, de vivre. Et souvent, quand j'arrive, pour moi, c'est repartir, en tout cas, après, avec intérieurement quelque chose qui va m'habiter quand même pendant la semaine et qui, en fait, me fait vivre. Voilà, c'est une respiration. Et franchir ces portes, c'est laisser, je dirais, sur le bas de cette porte, sur le trottoir, un peu mon travail, ma vie familiale, mes autres engagements, et de me mettre sur un autre temps aussi, parce que le temps, je trouve, dans cette maison, comme souvent dans des lieux particuliers, c'est un temps à part, où notre montre ne fonctionne plus, c'est un temps où le temps n'est plus le même.
J'y viens pendant beaucoup d'années, j'y suis venue le vendredi après-midi. Et puis, depuis quelques années, là, je suis là le soir. Et donc, je viens le jeudi soir, entre 18h30 et 19h. Et puis, j'y suis jusqu'à à peu près 23h. Quand j'arrive dans cette maison, j'y suis allée jeudi. J'arrive et puis je vais dans notre salle de bénévoles. Je vais à la fois essayer de rencontrer l'équipe de l'après-midi quand j'arrive un peu tôt, ce qui n'est pas toujours le cas, mais j'essaie d'arriver pour prendre des transmissions qui sont soit par quelqu'un, soit on a des petits classeurs qui nous donnent un petit peu, j'allais dire, lorsqu'on les feuillette, un petit peu des nouvelles de ce qui a pu se passer aujourd'hui dans tel ou tel service, dans telle ou telle chambre ou avec telle ou telle famille. Voilà. Et ça me donne un petit peu déjà, voilà, un petit peu la vie qui s'est passée aujourd'hui. Si elle a été plutôt joyeuse, facile, s'il y a eu par exemple un concert, une animation, si voilà, il y a eu l'art thérapeute qui a fonctionné et qui va donner tout de suite, pour le soir en tout cas, une tonalité différente quand je vais rencontrer soit des soignants, soit des familles, soit des malades. Et puis dans cette salle aussi, c'est une salle qui nous permet, c'est une salle importante parce que qui permet le soir, je ne suis pas toute seule de bénévole, on est le soir, dans ma soirée on est à 2, mais souvent on est à 3 bénévoles, et du coup ça nous permet aussi de nous retrouver dans la soirée pour un petit peu souffler, pour partager quelque chose qu'on vient de vivre et qu'on a envie de déposer. Et puis une fois ça, et bien vers 19h30, il y a l'équipe de nuit de Jeanne Garnier qui va arriver, c'est-à-dire une infirmière et une aide-soignante pour chaque service. Et du coup, je vais aller à leur rencontre et je vais être avec eux à assister aux transmissions de l'après-midi. Donc du coup, en tant que bénévole, que ce soit le soir, dans la journée, le matin, après-midi, on a cette possibilité, mais surtout cette invitation, plus que cette possibilité, à venir écouter les transmissions et à y participer. C'est quelque chose, je pense, de particulier dans cette maison, que l'on soit dans la salle des soignants avec infirmières, aides-soignants, médecins, psychologues. Toute personne, en fin de compte, est accueillie, et parce qu'il a une possibilité d'une parole qui va aider à prendre en charge le patient et la famille pour, je dirais, soulager au mieux sa souffrance et puis répondre à ses besoins. On est à la fois dans cette transmission, on est effectivement acteur à part entière en tant que bénévole, et puis on est aussi très à l'écoute parce que ça va nous permettre, une fois que les transmissions sont passées, de pouvoir se dire là je vais peut-être aller dans telle ou telle chambre ou essayer de voir telle ou telle famille où on a senti en tout cas un besoin. Et puis on sera aussi, surtout le soir, à l'écoute beaucoup des soignants, de l'infirmière et de l'aide-soignante. Ça nous permet d'avoir un petit peu le pouls de la soirée. Est-ce que ça va être une soirée tranquille ? Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est un patient qui est précaire et qui va falloir être, si la famille n'est pas là, où on va être peut-être plus présent auprès de lui ou d'elle. Et puis aussi, quelquefois, il y a des personnes qui ont une angoisse à soulager. Et puis aussi d'être proche de cette infirmière et de cette aide-soignante, parce qu'avec eux, en fait, on va participer
à répondre aux sonnettes et à être au plus proche de la personne le soir. Jeudi, j'ai pris mon bénévolat et aux transmissions, j'entends que dans une chambre, il y a un homme qui est arrivé il y a 2 jours et l'infirmière de jour dit « Ah là là, c'est pas facile parce que il est très communicant et à la fois il est toujours de mauvaise humeur, il est grognon, on n'est pas très bien reçu. Oui, voilà. Et du coup, moi qui entends ça, effectivement, j'entends aussi l'infirmière de nuit et les soignantes dire « Ah là là, nous ici, hier soir, ça n'a pas été facile. » Et du coup, voilà, après les transmissions, voilà, j'ai été un petit peu me promener près de cette chambre. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une sonnette. Et j'ai vu, là, avec le petit bouton rouge, que cette personne appelait. Et donc, j'y suis allée pour lui demander ce dont elle avait besoin. Et la personne avait besoin simplement d'être installée pour la nuit. Il était 8h15. Les soignants étaient occupés à préparer justement, surtout l'infirmière, tous les médicaments pour le soir. Et donc, voilà, sachant ce que j'avais entendu, voilà, très doucement, je lui ai dit qu'il fallait un petit peu attendre et je lui ai proposé de rester avec lui. Et cette personne, ce soir-là, voulait aller dans son fauteuil. Donc, du coup, délicatement, je lui ai demandé si... Voilà, il y avait besoin d'aide, si je pouvais l'aider. Et comme elle marchait encore, eh bien, nous avons été, voilà, j'ai pu l'aider à s'asseoir. Je me suis effectivement aperçue qu'elle était un peu grognon, qu'elle demandait ça, voilà, un peu autoritaire. Et nous avons passé ensemble à peu près une demi-heure. Et je me suis aperçue qu'en fait, compte cette demi-heure, elle avait passé avec des temps de silence. Des temps où cette personne me disait toutes les 5 minutes oui, vous avez le temps de rester, vous n'avez pas d'autre occupation. Et à chaque fois qu'elle me disait cette parole, je me disais est-ce que je suis à ma juste place, est-ce que voilà, est-ce qu'il veut que je sorte, que je reste. Et puis intuitivement je me disais non, peut-être que c'est bien que je reste. Et lui-même, en fin de compte, très rapidement, m'a demandé de m'asseoir. Et on a passé ce temps avec beaucoup de silence, quelques sourires. Et je l'ai quitté, voilà, une demi-heure après, il était plus calme. Il m'a beaucoup remercié alors que j'avais dit très peu de choses, fait pas grand-chose. Et je l'ai quitté comme ça. Alors là, ça peut être, voilà, je vous raconte cette petite histoire, qui n'est rien en fait, hein, mais qui est je vais dire, un moment de notre présence auprès d'un proche, voilà, dans notre bénévolat. Pour moi, mon bénévolat, je dirais, ce qui est important, notre association, elle s'appelle Ici et Maintenant, et à chaque fois, je me dis que lorsque j'ose frapper à une chambre, ou lorsque j'ose m'approcher d'une famille, c'est toujours, toujours nouveau, et puis je dirais que mon approche, elle est assez gratuite, c'est-à-dire que je ne suis pas là dans ma tête en train déjà de m'imaginer la rencontre ou de prévoir quelque chose. Et je crois que c'est à la fois oser cette rencontre et puis oser aussi, je dirais, une part de cet inconnu.
de se dire, je ne sais pas ce qui va se passer, mais d'être disponible à effectivement une écoute, un geste. On marche beaucoup avec nos 5 sens, et donc de voir je dirais, par rien que notre entrée dans une chambre, de peu à peu essayer de percevoir ce dont la personne a peut-être besoin. Simplement peut-être d'une présence, de parler, si elle peut s'exprimer, de prendre sa main, si elle veut bien, ou simplement de passer un moment à parler de la pluie et du beau temps, de ce qui s'est passé, et quelquefois il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis surtout, je crois, pour moi en tout cas, c'est le soir être attentif à une angoisse, à une douleur, à cette journée qui, quelquefois il y a eu beaucoup de visites et la personne est fatiguée, quelquefois il n'y a eu aucune visite et la personne est effectivement contente que je sois là. Du coup, il faut s'adapter à l'environnement de chacun, aux histoires qui sont toutes différentes. Elles sont chaque fois individuelles, chaque fois particulières. Et c'est chaque fois accompagner la personne là où elle en est aujourd'hui, maintenant, et non pas hier ou avant-hier. Et puis aussi être à l'écoute de là où elle veut nous emmener, si elle veut nous dire quelque chose. Et puis, je crois que aussi notre bénévolat, c'est donner la place aux petits plaisirs. Il n'y a pas longtemps, là, j'étais entrée dans une chambre avec une personne qui était très agitée. J'y suis rentrée parce que j'avais regardé dans la chambre, dans les portes d'une chambre, il y a un hublot, ce qui nous permet de pouvoir discrètement quand même voir la personne. Et du coup, j'avais vu avant d'entrer qu'elle était debout. Son attitude faisait qu'elle était toute seule et qu'elle n'avait pas l'air d'être bien. Donc je suis rentrée et en lui demandant si elle avait besoin, et tout de suite elle m'a dit que ça n'allait pas et qu'elle voulait rentrer chez elle. Et elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle voulait rentrer chez elle. Et je veux rentrer chez elle, et je ne comprends pas pourquoi je suis là ce soir, je ne comprends pas, je veux rentrer chez moi. Et donc je suis restée là aussi un moment avec la personne. Comme elle s'agitait beaucoup, je l'ai quittée en lui disant que j'allais revenir, et puis j'ai été prévenir l'infirmière en lui disant que je la trouvais effectivement pas bien, en fin de compte, pas confortable, comme on dit, qu'elle s'inquiétait. Et du coup, l'infirmière est venue avec moi pour essayer effectivement de voir ce dont elle avait besoin. On a appelé aussi le médecin qui est là. Il y a toujours un médecin de garde le soir qui permet aussi aux équipes soignantes, à moi-même, aux familles d'être rassurées très vite. Et cette personne, peu à peu, en restant avec elle, en l'écoutant, elle s'est peu à peu calmée. Et il y a un moment donné où je lui ai demandé ce dont elle avait besoin encore. Elle me dit, avec un petit sourire, elle me dit: ce que je veux bien, c'est un café. Donc, du coup, je lui dis: un café. Alors, un café avec du sucre, pas de sucre? Non, sans sucre, mais je veux bien. Chaque soir, je prends un petit café. Donc, du coup, je suis allée chercher ce café. Je suis allée redire à l'infirmière qui préparait les médicaments que ça allait mieux. Et puis, ensemble, nous avons pris un café. Il était 22h. Le soir également, les familles sont là. Certaines peuvent dormir dans la chambre avec
avec leurs proches, leur mère, leur père, leurs enfants. Et c'est toujours un moment où, souvent quand il reste la nuit, c'est que la personne est précaire et vraiment à la fin de... Voilà, est à la fin de sa vie, effectivement. Et donc, du coup, c'est un moment où on est là, je dirais, à la fois pour que, de temps en temps, le proche puisse sortir de la chambre, et puis que nous puissions, j'allais dire, être là, pour que, souvent, la famille a toujours peur de laisser seul le malade. Et donc, du coup, ça nous permet à la fois qu'elles puissent eux-mêmes aller prendre un café, dîner, respirer. Et nous, on prend le relais avec cette présence silencieuse auprès des personnes malades. Et puis, souvent, le soir aussi, ça permet... il n'y a pas longtemps, là, il y avait un mari qui accompagnait sa femme et qui attendait parce qu'il y avait des soins et du coup pendant un petit moment il m'a parlé de sa femme, de leurs 50 ans de mariage ensemble, de la beauté de sa femme, elle était très belle et donc du coup pendant tout un temps il m'a parlé de leur relation et surtout ce qui m'a frappée c'est surtout qu'il me parlait de sa beauté. Voilà. Sa femme est partie quelques heures après. Et c'est vrai que ce moment de partage avec lui, je me suis dit, jusqu'au bout, il y a eu de la vie. Voilà, il y a eu de la vie. Je ne sais pas ce que je pourrais vous transmettre. Je crois que je pourrais raconter d'autres histoires. Il n'y a pas très longtemps, là, il y avait une malade aussi. C'était dans la journée qui avait eu la possibilité qu'on lui amène son chien qu'elle avait pas revu depuis longtemps. Donc, je dirais que dans notre bénévolat, effectivement, même le soir, on a une partie créative, où je dirais on s'efforce quand même de pouvoir apporter et à la fois aux malades, aux familles, et puis je dirais aussi aux soignants, en fin de compte, surtout le soir, cette vie, effectivement, quand il y a beaucoup de tension, beaucoup d'anxiété, notre présence là, elle permet peut-être, je ne sais pas, mais de quelquefois d'être plus calme et d'être plus disponible à l'autre. Là, je vais m'arrêter là. Voilà. Un grand merci. Alors, un grand merci à Mireille et Elisabeth pour ce beau partage. On n'a plus tellement de temps, mais quand même, un temps pour les questions et ce que vous avez envie vous-même de communiquer. On a une bonne demi-heure, voilà. J'ai une question parce que vous avez dit que c'est très développé à Paris et à d'autres endroits beaucoup moins. Et moi j'ai entendu parler, c'était à l'hôpital de Caen, et je crois que ça existe ailleurs, de l'association Jeanne Alve. Et est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout? Ou est-ce que c'est très différent? Ou est-ce que c'est aussi un accompagnement des malades en fin de vie ou c'est autre chose? Oh non, c'est aussi un accompagnement des malades en fin de vie. Le titre, ça veut dire jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et de fait, eux, ils interviennent dans plusieurs hôpitaux, un peu partout en France ou à domicile. On n'a pas de lien structurel avec, mais c'est la même philosophie, quoi, on pourrait dire. Oui, la maison Jeanne Garnier est très connue dans Paris, et donc je suppose que beaucoup de personnes demandent à y venir quand les circonstances l'exigent. Comment est-ce que vous choisissez dans les dossiers qui vous sont transmis? Quels sont les critères en fait pour retenir telle ou telle personne parmi tous ceux qui vous sont envoyés?
Les critères, c'est essentiellement des critères médicaux, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un dossier médical qui soit envoyé. Et pour être admis à Jeanne Garnier, et dans les autres unités de soins palliatifs, c'est surtout le critère de la complexité de la situation qui est retenu. Parce que quelqu'un qui est en fin de vie mais qui meurt tranquillement, il n'a rien à faire. L'unité de soins palliatifs n'est pas fait pour ce genre de personnes. C'est surtout ce critère-là de la complexité de la prise en charge, avec des symptômes divers, une pathologie qui est... la plupart des gens qu'on reçoit sont des malades du cancer, mais pas que. Enfin voilà, c'est ça, c'est ce critère de la complexité. Non. Pas l'hôpital de soins palliatifs. Ce dont je parlais, c'était la plateforme de répit qui est pour les aidants de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est très sectorisé. Mais l'hôpital de Jeanne Garnier, non, on reçoit des gens, beaucoup de Paris, mais il y a aussi des gens qui viennent de plus loin, quoi. Oui, c'est ça. À l'hôpital de jour, l'accueil de jour, c'est un accueil où les gens peuvent venir suivant leurs besoins, 1 fois, 2 fois, au maximum 3 fois par semaine. Et c'est un lieu thérapeutique qui essaye de maintenir au maximum les capacités de la personne, et en même temps, ça permet à l'aidant d'avoir du répit, de respirer, quoi. Comment ? Ça exige une certaine autonomie. Les gens sont accueillis à l'accueil thérapeutique de jour quand on pense que le fait d'être en collectivité et d'avoir un certain type d'activités qui sont proposées leur est profitable. Et il y a un moment donné où, dans l'avancée de la maladie, c'est plus le cas. Et donc, dans ce cas-là, les gens ne viennent plus à l'accueil de jour. Et là, à Jeanne Garnier, on vient d'ouvrir un accueil de répit qui là est pour des gens ça fait plutôt garderie, on dirait. On n'espère plus maintenir leurs capacités qui sont très dégradées, mais en même temps leur permettre les accueillir pour permettre surtout à l'aidant de souffler. Et donc ça peut durer très longtemps, disons, la fin de vie à ce niveau-là et s'étale sur plusieurs semaines. Ah, mais là, c'est les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, c'est pas la question de la fin de vie, c'est la prise en soin de la maladie. D'accord. Parce que de fait, il y en a qui vont vivre encore longtemps. Oui. D'accord. Il y a une question derrière. Ah. À la fois physique, mental. Vous n'avez pas tellement parlé de l'accompagnement spirituel qui était évidemment sous-entendu, mais je veux dire, est-ce que la plupart des patients sont croyants? C'est carrément la question que je vous pose. Ou pas plus croyants que non croyants? Est-ce que vous avez des patients qui veulent vous parler du royaume de Dieu, de la vie éternelle? Est-ce qu'il y a une sorte de conversation spirituelle qui les accompagne lorsqu'il y en a un besoin? Ou ce n'est pas ça votre spécificité? Je pensais que c'était la spiritualité, votre spécificité, et vous avez surtout parlé de cet apaisement, de tout ce côté agréable qui donne presque envie d'y aller d'ailleurs. Cette tasse de café, cette conversation. Je pense que là, enfin je me permets de répondre, mais Mireille, je pense qu'au niveau de la spiritualité, moi ce qui me frappe, c'est à la fin de la vie, c'est donner du sens, en fait. C'est revenir sur le sens, c'est existentiel. Et donc, du coup, effectivement, on accueille toute personne, de toute confession ou athée, là. Mais on s'aperçoit que, justement, pouvoir, je dirais, dans cette maison, en tout cas, pour pouvoir parler, que ce soit les familles ou le malade, un petit peu déposer les questions
entre guillemets, ce qui reste à régler sont très importantes. Et ça permet effectivement à la personne de peu à peu s'apaiser et du coup de vivre ces quelques jours, ces quelques semaines, j'allais dire, d'une manière vivante. C'est en fait la vie jusqu'au bout, puisque jusqu'au bout, en fin de compte, on va pouvoir essayer de garder une relation pour justement vivre cette spiritualité, c'est-à-dire jusqu'au bout, je vais dire, la vie, elle a du sens, quoi. Elle est là, elle est là, on est vivant jusqu'au bout, quel que soit ce dont on croit. Et nous-mêmes, moi je suis croyante, effectivement, donc du coup, effectivement, il y a des personnes qui nous posent des questions sur existentielles, sur aussi Dieu, sur l'existence de Dieu. Et puis, lorsque en fait, ces questions sont beaucoup plus importantes, ben, c'est vrai qu'il y a l'équipe d'aumônerie qui peut prendre le relais. Quelquefois, ça nous arrive, nous, en tant que bénévoles, de proposer, effectivement, de dire ben, il y a une aumônerie, et donc, du coup, il y a un relais qui se fait. Voilà. Il y a toujours des relais. En fait, c'est trouver la personne, en fait, je crois, qui va pouvoir, en fin de compte, répondre à une demande ou à une parole et répondre par une écoute ou voilà, par une conversation, enfin voilà, qui va permettre d'aider cette personne ou la famille aussi. Il y a les proches aussi qui arrivent aussi avec leur colère, leur questionnement. Il y a des familles, ben, chacun a son histoire, donc il y en a qui ont une histoire difficile, où on s'est fâché, on se voit plus depuis quelque temps, et là, ce temps-là, si possible, ben, on va essayer de réparer, on va essayer de consoler, on va essayer d'avoir une possibilité de reprendre une main, quoi, de poser la main et de se réconcilier. C'est vraiment des moments quand il y a, voilà, quand ça peut se faire, eh bien c'est la vie jusqu'au bout. C'est croire à ça, quoi. C'est dire aux familles, surtout qui arrivent plutôt en disant ben voilà, la personne va mourir là, voilà. Et peut-être c'est dire oui, effectivement, la fin de vie est proche, mais il y a peut-être il y a encore des choses à faire. Il y a peut-être une parole qu'on n'a pas dite qui va pouvoir être dite entre la mère et la fille, l'épouse et l'époux. Voilà, des choses. Alors des choses que nous, en tant que bénévoles, je dirais, on écoute, ou on regarde, on observe, on est là un petit peu à acter aussi un petit peu ça. Et je dirais que c'est à travers nous, c'est aussi la société, c'est dire que la personne dans son lit, elle est présente, elle est là, elle est avec tout ce qu'elle est. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Juste pour compléter ce que vient de dire Elisabeth, oui, bien sûr, il y a des gens qui sont croyants, mais pas plus que dans la société. Je veux dire, c'est pas un critère d'admission à Jeanne Garnier, sa foi, mais il y a des gens qui sont très pratiquants, très croyants, et qui vont demander assez rapidement l'aumônerie, qui vont demander des sacrements. À Jeanne Garnier, on propose 3 fois dans la semaine la célébration de la messe, qu'on peut suivre soit dans son lit parce que c'est filmé, soit en venant à la chapelle. On peut y aller en lit à la chapelle, donc ça arrive qu'il y ait des lits à la chapelle. Et puis pour accompagner les proches, il y a aussi la possibilité de l'aumônerie anime beaucoup des prières de départ, c'est-à-dire au moment où on va fermer le cercueil, où on appelle aussi ça un adieu au visage. Donc ça, c'est très présent, mais toujours à la demande. Et nous, on n'est jamais on dit qu'il existe une aumônerie, mais on n'a pas le droit non plus, du fait de notre statut d'établissement public, d'être prosélyte, pas plus l'aumônerie que les bénévoles d'accompagnement, mais si on voit qu'il y a des signes que la personne est religieuse, que ça compte pour elle la pratique de la religion, on lui dit qu'il existe une aumônerie, on lui dit que si elle veut, elle peut rencontrer un prêtre ou qu'elle peut... Bon,
Après, c'est à la demande de la personne. Et des fois, il y a des personnes qui, quand elles vont arriver, elles vont dire non merci, je ne veux pas entendre parler de ça. Et puis en fait, le cheminement d'accompagner ce qui est humain, parce que ce qu'a dit Elisabeth, c'est essentiel. La religion, ça vient dans un terreau humain, et si l'humain se guérit, la religion aussi, la spiritualité plus croyante prend plus de place aussi. Enfin, ça marche pas l'un sans l'autre, quoi. Et du coup, il y a des gens qui, au bout d'un moment, ils vont demander à rencontrer l'aumônerie, alors qu'au départ, ils voulaient pas. Et qu'il y a un chemin intérieur qui se fait dans ces moments-là de la vie, si on laisse les personnes exprimer ce qu'elles éprouvent comme peur, comme colère, il y a la question du sens, comme a dit Elisabeth, qui vient. Et pour ceux qui sont croyants, ça prend la couleur de la foi qui professe, quoi. Mais ça peut être aussi des gens musulmans, des gens juifs, des gens qui ont cet accompagnement. Alors là, ils font venir, ou on fait venir des gens extérieurs. Il n'y a pas d'aumônerie sur place, mais il y a la possibilité d'avoir un rabbin qui vient, un imam, quelqu'un qui vient. Je voulais vous demander s'il y avait pour les bénévoles, je peux comprendre, mais une formation particulière au moment où vous êtes validé comme bénévole. Et puis une petite question à l'Assemblée, est-ce que ceux qui ont écrit leur directive anticipée peuvent lever la main à titre d'information? Voilà, donc dépêchez-vous d'écrire vos directives anticipées. En tout cas, pour la question de la formation, oui, effectivement, quand quand on arrive dans cette maison, je dirais heureusement, et c'est essentiel, effectivement, on a un peu une candidature à faire, d'ailleurs, avec une lettre, nos motivations, et puis on a des entretiens avec Mireille, avec d'autres membres de l'association, avec une psychologue, et puis il y a tout un temps de formation au départ, qui dure 3 mois, voilà, où on est peu à peu, effectivement, accompagnés dans notre bénévolat. Et puis nous-mêmes, après, devenons bénévoles, nous accompagnons effectivement aussi les bénévoles qui arrivent, ce qui nous permet à nous, un peu plus anciens, d'apprendre aussi, parce que quelqu'un de nouveau dans son bénévolat, c'est toujours une richesse, parce qu'il vient nous titiller nous-mêmes, dans notre bénévolat, nous questionner, donc voilà. Et puis au cours, chaque année, on a une proposition d'une formation. Alors c'est à la fois une proposition et c'est une obligation. Donc du coup, dans notre année, là par exemple, moi lundi, là, le 5 février, j'ai toute une journée de formation. Voilà. Il y a différents sujets. Alors là, cette année, moi, c'est sur après le deuil, comment accompagner justement des personnes dans le deuil. Voilà, je vais suivre ça pendant une journée. Dernièrement, il y a eu une formation qui était un peu nouvelle cette année. C'était pouvoir accompagner. On a dans cette maison, on reçoit des adultes au niveau des patients et quelquefois des jeunes adultes. Donc il y a des enfants qui sont là à visiter, voilà. Et on avait besoin, nous en tant que bénévoles, un petit peu d'éclairage sur comment accompagner ces enfants-là qui viennent, des petits, des moyens, des grands, enfin, que leur dire. Donc il y a eu toute une formation faite là-dessus il y a 15 jours, je crois. Voilà, donc c'est très divers. On peut avoir aussi, on a des personnes qui quelquefois, souvent ont des problèmes cognitifs, donc où la communication n'est pas si facile que ça. Et du coup, là aussi, régulièrement, on a des formations sont proposées sur ça, donc comment, que faire. Il y a une formation aussi sur le toucher. Doit-on toucher, pas toucher? Que faire? Quel geste? Voilà. Par exemple, quand je suis arrivée vraiment il y a 14 ans dans mon bénévolat, je suis quelqu'un qui touche, moi. Voilà. Et
une des premières paroles que j'ai entendues, enfin dans toutes ces là, c'était de dire « Ah non, surtout, il ne faut pas toucher ». Alors moi, j'étais là, j'arrivais dans une chambre, et vraiment dans mon là, de temps en temps, je me disais « Je peux toucher, je dois toucher, je ne peux pas toucher ». Enfin voilà. Mais bon, c'est une anecdote, mais pour vous dire qu'en fait, c'est très intéressant de se poser cette question-là, en fait. Parce que effectivement, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout être touchées, d'autres au contraire, et puis c'est toute une... c'est délicat comme question. Donc c'est toujours intéressant de se la poser, en fait. Hein, non pas, voilà, ça reste du spontané. Hein, ne croyez pas qu'à chaque fois je suis... Non, pas du tout, mais voilà, ça fait partie, pour vous répondre, de formation. Donc c'est très enrichissant. Et puis je dirais, on a vraiment une formation aussi à chaque fois qu'on a notre bénévolat, parce que quand on est bénévole dans la journée, on se retrouve bénévole du matin, bénévole de l'après-midi, dans une réunion d'équipe. Et là, je dirais qu'entre nous, on se forme, parce que, riche de ce que l'on vit, de ce que l'on peut raconter, l'autre bénévole, il va aussi nous questionner, nous étonner, et voilà, ça fait partie de cette formation, je crois. Et puis on a chaque mois un groupe de parole qui nous permet à la fois de déposer quelque chose qui a pu être difficile, qu'on a du mal quand même qui nous travaille, quoi, je dirais. Et là aussi, ça fait partie pour moi en tout cas, ça fait partie de la formation. On n'est pas tout seul dans notre bénévolat, d'où le fait de l'association, en fin de compte. On n'est pas tout seul grâce à l'association, parce qu'on est une équipe de bénévoles avec, Et puis je dirais, on n'est pas du tout seul, parce qu'on fait partie d'une équipe pluridisciplinaire, avec médecins, infirmières, aides-soignantes, kinés, art-thérapeutes, psychologues. Et du coup, ça, on n'est pas électronique, c'est pas possible d'être... On fait partie d'une équipe, et pour moi, par exemple, c'est important, parce que ça me permet d'arriver dans cette maison et de repartir, en me disant, de toute façon... Il y a des personnes qui sont là en relais, et du coup, c'est beaucoup plus paisible. On est ici, maintenant, dans l'aujourd'hui, là. Et pourquoi, entre autres? Parce qu'il y a toute une équipe, très large, mais qui est là, justement. Et on fait, nous, en tant que bénévoles, partie de cette équipe. Ça permet de transmettre aussi. Et je crois que pour... le patient et les proches, la famille, c'est important. Deux questions, Michel. Merci pour tout ce que vous nous racontez. Je vais vous poser une question concernant l'aspect législatif, et avant de poser ma question, je vais apporter une information que je connais, que vous ne connaissez sans doute pas. J'ai un vieil ami médecin à Paris qui travaille dans le 12e arrondissement et qui s'occupe d'une maison de retraite. Et il accède à la demande de ces vieux patients du suicide assisté ou de l'euthanasie pour les envoyer en Belgique. Il les envoie en Belgique, et dans la loi belge, d'après ce que j'ai compris, il y a une période d'entretien qui est assez longue, de discussion, d'entretien. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, il faudrait que je lui redemande plus de précision. Et la surprise de ça, c'est que 95% de ces patients qui sont partis pour mourir en Belgique reviennent en France. Et ils s'en occupent de nouveau. Donc maintenant, je pose ma question. Dans l'aspect législatif à venir, vous avez dit en France, on ne meurt pas bien, il n'y a pas assez de centres de soins palliatifs, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans une loi qui autoriserait, entre parenthèses, je ne sais pas trop comment, c'est un sujet quand même très difficile, donc d'aller plus loin au sens de l'euthanasie ou de la mort assistée, du suicide assisté, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que dans un centre comme celui de Jeanne Garnier, il puisse y avoir, dans le cadre de cette loi, si elle existait, un centre d'entretien qui permettrait d'obtenir la même chose qu'en Belgique, c'est-à-dire que les gens auraient besoin de l'apaisement dont vous nous parlez beaucoup, qu'on revoit aussi dans les livres,
qui est tout à fait magnifique et vraiment nécessaire, et que ça serait du soin, comment dirais-je, palliatif par anticipation, quoi, que les gens viendraient, ils sont encore pas forcément en très très mauvaise santé, mais ils ont envie d'en finir, et voilà, un entretien à la façon dont le font les Belges permettrait d'adoucir tout ça. Bon voilà, ma question est un peu confuse, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'avoir des centres d'entretien, c'est pas que des centres de soins palliatifs, c'est quand même beaucoup moins lourd, parce que ça ne serait que de la présence et de la discussion. Enfin, des discussions, de l'entretien, du partage, etc. Je ne sais pas trop répondre à cette question. Je sais que la maison médicale, le conseil d'administration, avec les professionnels, réfléchissent à qu'est-ce qu'ils feront quand il y aura la loi. Mais c'est compliqué de réfléchir à quelque chose dont on ignore le contenu. Donc je ne sais pas trop ce qui se fera. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, pour le moment, dans les critères justement d'admission, quelqu'un qui demande l'euthanasie, c'est quelqu'un qui est accueilli en priorité. Non pas parce qu'on veut l'euthanasier, mais parce qu'on se dit qu'il y a vraiment urgence à l'accompagner. Et il y a une étude qui a été faite par des médecins, un médecin et une psychologue de Jeanne Garnier, où ils ont étudié 2000 dossiers, un peu plus de 2000 dossiers de personnes qui avaient demandé l'euthanasie. Et en fait, ce que demandent les personnes quand elles demandent l'euthanasie, elles disent « je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être abandonnée ». Et quand il y a un accompagnement qui répond à l'une et l'autre question, au bout du compte, il y a quand même des gens qui persistent dans leur demande, mais c'est de l'ordre de 0,3%. Enfin, c'est vraiment très petit. Et, bon, mais par contre, ce qu'on voit dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, que ce soit les Pays-Bas, la Belgique, le Québec, enfin le Canada, les courbes de réponse de gens qui meurent par euthanasie, c'est des courbes qui montent comme ça, à toute vitesse. Enfin, il y a quelque chose qui est assez... ça fait tache d'huile quand même, l'euthanasie. Je sais pas, c'est... Avant, on n'enterrait pas les gens à l'église quand ils s'étaient suicidés, c'était pour faire barrage à ça. Puisque la mort, il y a quelque chose de la pulsion de mort qui est communicatif, quoi. Alors que, donc, bon, je ne sais pas si les entretiens, de fait, ça provoque ce que dit votre collègue médecin, mais ce qu'on voit quand même que dans les pays, en tout cas en Belgique et au Canada, dont on entend beaucoup parler, en fait, les entretiens, ils sont quand même pas si développés que ça, et les réponses, elles sont assez rapides quand même, quoi. Il n'y a pas énormément de barrages pour dire, s'assurer que vraiment la personne elle est libre de choisir. C'est assez vite fait, quoi. Et c'était pas ça au démarrage, mais au fur et à mesure, ça vient des personnes qui disent mais pourquoi lui il a eu le droit et pas moi, pourquoi dans cette situation on peut et pas moi, et petit à petit ça s'élargit à beaucoup de cas, beaucoup de situations. Et on dit toujours on va mettre des barrages, mais en général ces barrages assez rapidement, une fois qu'on a passé l'interdit de tuer une fois, ben, il y a quelque chose qui rend possible cette hypothèse pour tout le monde, de dire ah ben oui c'est bien, c'est bon. Le suicide assisté c'est moins vrai. Je ne sais pas, l'autre jour j'écoutais un colloque dans lequel parlait une médecin suisse, puis une autre dame qui est engagée dans l'accompagnement des endeuillés. Et elle disait, en fait, en Suisse, il y a la possibilité de faire appel, enfin, de pratiquer le suicide assisté par le biais d'associations. Et en fait, elle disait, c'est très bien, parce qu'il y a quelque chose comme 75% de la population qui est favorable à cette loi. Il y a quelque chose comme 25% de la population qui est inscrite dans des associations où ils savent qu'ils vont pouvoir avoir accès à ça s'ils le demandent. Et au final, il y a peut-être 5% des personnes inscrites dans ces associations qui demandent vraiment à passer à l'acte. Un peu comme de se dire, si jamais on ne m'entend pas dans ma demande, si jamais je ne supporte plus ce que je vis, je pourrais partir. Et d'avoir cette sécurité, ça fait qu'en fait, les gens sont plus libres pour entrevoir leur fin de vie autrement qu'avec la peur de souffrir, la peur de mourir, enfin la peur d'être abandonné justement. Et voilà. Mais je ne sais pas répondre à votre question de centre d'accompagnement. Nous, on a mis sur pied la maison médicale, elle a mis sur pied une consultation en soins palliatifs qui permet
quand les oncologues envoient les gens là, de discuter aussi, de dire qu'est-ce que vous voulez faire pour la suite, comment vous envisagez la suite de vos traitements, voilà ce qu'on peut vous proposer, tout ça. C'est une manière un peu de répondre à des demandes d'euthanasie s'il y en a, de discuter avec les gens, tout ça, mais après d'officialiser Jeanne Garnier comme centre d'entretien, ça, je n'ai pas entendu que ça soit dans les tuyaux, mais bon, on ne sait jamais. Ma question, elle est un peu de l'ordre de ce que dit monsieur, donc je ne vais pas répéter au début, mais je voulais rebondir par contre sur la référence aux lois, la première loi de Leonetti, puis la seconde, qui quand même, je veux dire, dans les rapports qu'on a eus, surtout sur la deuxième loi, ce qui ressortait, c'était effectivement que, tout d'abord, les soins palliatifs n'étaient pas suffisamment répandus partout, que c'était quand même la première chose, le premier objectif que la loi demande, c'est que tous ces soins soient répartis partout en France, et qu'effectivement, du coup, ce qu'on entend en termes de communication, etc., c'est surtout par les personnes célèbres, c'est, suicide assisté, etc. Bon, alors, en termes de communication, j'ai envie de dire, parce que ce que vous avez partagé, là, vous, par exemple, toute votre présence de bénévoles, enfin, les exemples concrets que vous avez manifestés, je trouve que ce sont quand même des perles, et que si c'était communiqué, si c'était, enfin voilà, si au même titre que Lynn Renault, je sais pas qui, voilà, il y a une espèce tout ça, ça ne se sait pas finalement. Toute cette vie, cet accompagnement, cette transformation finalement de l'itinéraire des gens au fur et à mesure qu'ils sont accompagnés, ça ne se sait pas. Et peut-être que si ça se savait davantage, on pourrait faire en sorte que cette loi soit vraiment appliquée. C'est-à-dire que, d'abord et avant tout, il faut des soins palliatifs partout en France. Et si la pratique, ce témoignage dont vous venez de vous partager, se révélait davantage, ça jouerait sur ce qu'en font les gens, la modélisation, tout de suite, ne pas s'accrocher à ce qui se voit le plus, à ce que Lynn Renault dit, ou est-ce que, voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a des actions entre vous, tous les corps de métier qui font des soins palliatifs, pour dire, mais il faut le témoigner, il faut le dire, il faut le faire savoir, il faut faire le journal de 20 heures. Non, j'exagère, là je fais de la caricature, mais franchement, en vous écoutant et en accueillant la réalité de vie de ce qui se passe dans ces hôpitaux, il faut que ça se sache, quoi. Et peut-être que là, la loi pourrait être appliquée avant de parler de « on va se suicider ». Enfin, voilà, c'est ma question. Il y a un énorme travail de communication qui est fait, mais pour communiquer, les médias, on n'est pas propriétaire des médias. Et il y a une loi des médias qui fait qu'ils parlent de ce qu'ils ont envie de parler. Hein. Et si c'est médiatisé plus, enfin, et en plus c'est plus médiatique, ça se vend mieux. Quelqu'un qui va dire et crier par tous les toits que c'est vraiment mieux de se faire, de pas souffrir et de pas, parce que il y a, enfin, l'association, la DMD, là, eux, ils ont fait toute une campagne en disant que 95% des Français étaient pour une aide à mourir. Mais ils posent la question aux gens, est-ce que vous voulez souffrir, mourir en souffrant? Alors tout le monde dit bah non. Est-ce que vous préférez pas qu'on abrège vos souffrances? Bah oui. Mais bon, enfin bref, il y a quand même quelque chose qui est biaisé et qui n'est pas du fait des soins palliatifs. Eh ben, si vous trouvez, vous me le dites, parce que c'est vraiment très compliqué. Et bon, j'en profite pour faire de la pub. Ce soir, il y a un film qui va passer sur LCP, la chaîne du Sénat, du Parlement, qui a été filmé à Jeanne Garnier. C'est un documentaire qui a été fait par Rebecca Fitoussi, qui est une des présentatrices de l'actualité du Parlement. Et
Elle a pris le biais des bénévoles, mais c'est sur ce qui se passe dans la maison médicale. Donc ça passe ce soir à 21h et c'est suivi d'un débat. Ça dure 1 heure, je crois, enfin 56 minutes. Et ça repasse dimanche matin à 9h30. Et après, vous pouvez y avoir accès pendant 6 jours en replay sur LCP. Donc si ça vous intéresse. Donc là, c'est. Parce qu'en fait, si vous cherchez dans les médias, mais vous verrez, c'est pas sur les grands médias, si vous cherchez soins palliatifs, unité de soins palliatifs, il y a quand même énormément de petits films qui sont faits, ou des choses qui sont faites. Mais dans les médias qui relaient, par exemple, il y a une fois, peut-être, il y a eu Le Monde, mais sinon, en général, c'est La Croix et Le Figaro. Voilà. Les autres journaux, vous pouvez toujours leur envoyer tout ce que vous voulez, ils ne relaient pas du tout les informations. Donc, c'est aussi un. Enfin voilà, c'est un choix. Quoi. Il y a les réseaux sociaux aussi. Oui, c'est ça, par les réseaux sociaux, on communique aussi. Facilement, quand on est bénévole, par exemple, intervenir sur un réseau social, raconter l'existence de celle-là, ça peut toucher plus facilement. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses. Mais... Peut-être 2 questions pour finir. Non, premièrement, une première réponse à Patrice. Je suis très coupable, je n'ai pas écrit les directives et j'ai fait de la publicité autrefois dans la vie professionnelle là-dessus, j'ai écrit des papiers. C'est bien. Alors, double peine. Une petite question à Madame la bénévole. Est-ce que les personnes que vous visitez vous sont affectées ou bien vous les choisissez ? Ma deuxième question, elle est sur le développement des soins palliatifs. Si en France, nous avons peut-être par rapport à d'autres pays développés peu créé de services, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de réticence, au moins au départ, chez les soignants. Je me rappelle qu'il y a 40 ans, participant à un groupe de travail là-dessus, il fallait les chercher. Je me rappelle un médecin disant, écoutez, arrêtez, vous ne nous avez pas donné de scanner et vous nous parlez de soins palliatifs. Donc il y a sans doute que les gouvernements n'ont pas été assez volontaires, mais la société non plus. Donc séparer une loi, s'il faut en faire une, d'une autre qui développerait avec un véritable plan financier les soins palliatifs, ça serait sans doute mieux que de tout mettre ensemble. En tout cas, pour la question très... Non, on n'a pas de patients attitrés ou de familles attitrées. Non, on a simplement, en fait, la maison, il y a 6 services, alors on est dans un service. Mais sinon, voilà, j'allais dire, c'est tout. Mais après, c'est en fonction d'une écoute par rapport aux soignants, par rapport aux familles, et puis notre propre écoute, en fait. Notre propre... oui, je dirais notre propre écoute. Je pense que c'est important, en tant que bénévole, d'être d'abord à l'écoute de nous-mêmes, et puis après, je dirais, d'oser la rencontre, hein, d'oser de toquer, toc-toc, à une porte, là, et qui n'est pas toujours facile, hein, en fait, voilà, oser la rencontre. Juste si je peux répondre à l'autre partie de la question rapidement. En fait, je pense qu'il y a... c'est beaucoup au niveau des médecins qu'il y a par méconnaissance, je pense. Et du coup, de fait, il y a eu beaucoup d'endroits où, même la dernière fois qu'il y a eu le dernier plan sur les soins palliatifs, c'était un plan de 3 ans, quand il y a eu son évaluation. Ce qui fait le plus échec aux soins palliatifs, c'est le fait que les médecins de spécialité ne connaissent pas les soins palliatifs et qu'il y a très peu de communication entre ces deux univers. Ceux qui essayent de bouger un peu aujourd'hui, mais que du coup un médecin, et puis il y a très peu de formation dans le cursus des médecins sur les soins palliatifs, et du coup il y en a encore beaucoup qui vivent comme un échec le fait de dire à un moment donné « je ne peux plus rien pour vous ». Alors que ce n'est pas de leur faute. Enfin, je veux dire, la maladie, c'est la maladie et la médecine, ce n'est pas la toute-puissance. Mais il y en a beaucoup qui vont essayer jusqu'au bout, du bout de faire quelque chose pour le malade.
alors qu'il y a un moment donné où ça occasionne beaucoup de souffrance pour la personne et beaucoup de contraintes, alors que ça ne va pas lui apporter de bénéfices réels, si ce n'est dans l'espérance que peut-être ça va aller mieux, mais c'est tout. Et alors que si elle était prise en soins palliatifs, sa vie serait quand même plus confortable. Mais il y a beaucoup de médecins qui n'arrivent pas encore à faire ce passage. Ça vient petit à petit, mais c'est assez délicat. Et c'est vrai que beaucoup de résistance vient, je ne dirais pas de la société, je dirais beaucoup des malades, des médecins. Pardon. Est-ce que vous avez eu dans votre service des malades, des porteurs de maladies neurodégénératives, par exemple sclérose latérale amyotrophique ou quelque chose comme ça? Il semblerait que la revendication des gens qui souhaitent que l'euthanasie entre dans la loi soit en grande partie pour les problèmes de pronostic à moyen terme. C'est précisément le cas de ces malades-là. Oui, de fait, parce que la sédation qui est autorisée par la loi aujourd'hui, c'est-à-dire on fait dormir la personne et en soulageant sa douleur et en la rendant inconsciente, notamment en la rendant inconsciente, mais sans provoquer la mort, ça n'est possible que dans un très court terme par rapport au pronostic vital, c'est-à-dire entre quelques jours et 10-15 jours maximum. Et du coup, les gens qui ont la SLA, la maladie de Charcot, il y en a beaucoup qui ont une espèce de punch pour vivre assez étonnant, quoi, et qui vont aller jusqu'au bout du bout. Mais il y en a qui ne supportent pas l'idée de finir complètement dépendant. Et en même temps, leur pronostic vital, il n'est pas engagé dans l'immédiat. Ils peuvent vivre encore plusieurs mois, voire plusieurs années, dans un état de très grande dépendance. Et c'est vrai que ce cas-là est souvent invoqué pour dire qu'il faut faire évoluer la loi. Alors malheureusement, il faut qu'on s'arrête. Merci infiniment, c'était vraiment très très riche. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous, je suis sûre que ça va nous habiter. Si vous voulez prolonger donc là aussi cette réflexion, Mireille et Elisabeth ont apporté 2 livres que vous pouvez acquérir. Il y a une bande dessinée qui est l'unique document qui existe actuellement sur Jacques Garnier, qui est très bien, qui a été très bien faite. Donc justement la personne qui conduit, je crois, Oui, qui est un bénévole de Jeanne Garnier, Guy de Buté, qui est un bénévole de Jeanne Garnier et qui est postulateur de la cause de béatification. Voilà, donc vous êtes sûr de la qualité de la chose. Et alors, un livre de témoignages qui est aussi tout à fait remarquable. Voilà, donc vous pouvez, il en reste quelques exemplaires, voilà. Sinon, vous pouvez demander en particulier les livres de témoignages à Mireille. Je crois qu'il y en a qui sont disponibles à la maison Jeanne Garnier. Il est plus édité en librairie, mais on a récupéré nous tout le fond du stock qui reste. Donc, si jamais il n'y en a pas assez, parce que j'en ai pas apporté trop, et que vous en voulez, je peux vous donner mon téléphone. Vous pouvez m'appeler pour demander. Je voulais juste dire, si jamais ça vous intéresse, si vous allez sur le site de la maison médicale Jeanne Garnier, en cherchant, vous trouverez, il y a un film qui s'appelle Sur les chemins de Jeanne et qui reprend un peu toute cette aventure de Jeanne Garnier assez rapidement, mais des établissements de soins palliatifs et en particulier l'histoire de la maison médicale avec la place des Xavier et machin, tout ça. Si ça vous intéresse, ça dure 1 heure à peu près. Ça s'appelle Sur les chemins de Jeanne. C'est très bien. Voilà, merci encore. Et puis, pour les uns et les autres, peut-être à une autre occasion, à bientôt ou à tout de suite. Et merci de votre écoute.